Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce Midi du lait pur consacré à la grande région et plus exactement à la stratégie de développement territorial de la grande région. Donc, il s'agit d'une stratégie élaborée en concertation entre les cinq territoires qui composent la grande région, la Wallonie, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine et le Grand-Duché de Luxembourg. Pour vous parler de cette stratégie de développement territorial, on accueille Pascale Van Doren de l'Institut d'Estrée. C'est elle qui est la principale cheville ouvrière de la rédaction de cette stratégie, qui a été donc élaborée en concertation avec les 5 territoires en question. Elle va vous présenter cette stratégie et brièvement, par après, je vous évoquerai les liens qu'il y a entre cette stratégie de développement territorial et le projet de programme opérationnel de la prochaine programmation des fonds Interreg Grande Région. Voilà. Je te cède la parole, Pascale. Je pense que tu es en capacité de partager. Tous les cas, merci Jean-Marc, merci de l'invitation. J'ai peut-être contribué à ce dossier, mais en tous les cas, comme je l'expliquerai, ça s'est réalisé dans une démarche très collaborative avec les uns et les autres, et je le rappellerai, donc, que ce soit avec nos partenaires allemands directs, que ce soit avec le comité scientifique, le CCDT, enfin tout ça, je vais rappeler sans m'appesantir trop sur les questions d'organisation, mais je pense à toute son importance, donc je vais partager ma présentation si j'y arrive. Voilà, est-ce que vous la voyez? Ok. Très bien, mais voilà, encore bonjour à toutes et tous. Donc, Jean-Marc m'a demandé de présenter la stratégie en cohérence avec la nouvelle programmation Interreg. Donc, je dirais dans un premier temps deux, trois points, on va dire, de pilotage, de gouvernance, de contexte, et puis on aura l'occasion de rentrer dans le contenu avec notamment un ciblage. L'idée n'est pas de tout présenter, je pense que le document a dû être diffusé, mais aussi d'essayer d'avoir quelques points d'attention dans les éléments qui sont, on va dire, plus proches du programme opérationnel. Donc, pour rappeler, en fait, donc en tant qu'Institut d'Estrée en partenariat avec d'autres instituts allemands, on a répondu à un appel d'offres qui avait été lancé par le gouvernement luxembourgeois c'était en juin 2018, et donc on s'inscrivait dans un programme Interreg, projet Interreg 5A SDTGR qui avait déjà démarré, et donc on a pris, on va dire, le projet en route je dirais, s'inscrivant dans la réponse à la demande qui était celle de réaliser une vision prospective et une stratégie pour le SDTGR, donc le schéma de développement territorial de la grande région. Et ce cahier des charges comportait, on va dire, 3 volets. Donc, un volet prospectif en tant que tel, donc qui a mené à la formulation de cette vision dont je viens de parler, à l'horizon 2040. Et un volet stratégique qui devait aboutir, on va dire, à donner je dirais, les bases pour le futur SDTGR à l'époque. Et le troisième élément était plutôt une dynamique organisationnelle qui mettait l'accent sur le volet participatif, donc en essayant d'impliquer un maximum des acteurs des 5 versants que tu as rappelé, Jean-Marc. Donc, quelques éléments de pilotage et gouvernance, je vais peut-être me répéter pour certains, mais donc, ce SDTGR s'inscrit dans le cadre de ce projet Interreg 5A, schéma de développement territorial de la grande région, qui s'est déroulé sur 4 ans, donc du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, donc sur 3 ans, pardon. Et donc, nous, on est rentré dans le dispositif plus ou moins en septembre 2018. Pour rappel, c'est un partenariat relativement large, donc qui est composé de 25 opérateurs,
tant des institutionnels que des scientifiques. Je ne rentre pas dans le détail, tout cela est accessible en ligne sur le site du SDTGR, mais en tous les cas, beaucoup d'organisations, en tous les cas, avec lesquelles vous êtes certainement familiers. Alors, le pilotage de ce projet Interreg 5A s'est fait sous la responsabilité du comité de coordination du développement territorial, qui a été créé en 2008 et qui a pour, je dirais, responsabilité de gérer toutes les questions d'aménagement du territoire dans la grande région et en particulier ici le développement du SDTGR. Il est présidé par le département de l'aménagement du territoire du ministère de l'Énergie et de l'aménagement du territoire du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Je pense, Jean-Marc, que ce dénommé a évolué dans le temps, donc je ne sais plus entre infrastructure et développement durable et ce dénommé, mais peu importe, en tous les cas, c'est avec eux que l'on a travaillé pendant l'étude, en tous les cas pendant la mission. Alors, au niveau des représentants wallons qui, je dirais, sont impliqués et qui participent notamment à ce comité de coordination, on a le service public de Wallonie, territoire, logement, patrimoine, énergie, la direction du développement territorial et IDLux, et en particulier Pascal Fuchs et Alexandre Petit qui sont des nôtres aujourd'hui. Alors, un autre élément assez important dans le projet, c'est le comité scientifique composé de 5 bureaux d'études, dont le PUR, dont en tous les cas 3 bureaux d'études, on va dire wallons, si l'on peut dire comme tel, si on considère que l'IGAT est wallon, qui ont été impliqués à différents niveaux, et Jean-Marc pourra certainement préciser plus tard si nécessaire. En tous les cas, quand nous avons pris le projet en route au niveau de l'Institut d'Estrée, vous étiez, en tous les cas, le comité scientifique était en train d'élaborer ce qu'on a appelé les cahiers thématiques sur une série de thèmes qui ont constitué le diagnostic territorial. Et donc, ça a été une pièce maîtresse importante sur laquelle nous avons, dans notre, on va dire, démarche rebondi, et j'aurai l'occasion d'en dire 2 mots. Mais le comité scientifique a été, je dirais, impliqué sur d'autres, on va dire, d'autres étapes, d'autres actions importantes, en tous les cas, dans tout le développement de la stratégie en tant que telle. On les a interpellés, ils ont nourri le document, ils ont réagi. Vous avez aussi participé, je dirais, pour certains d'entre vous, à l'appel à idées de projet. J'y reviendrai également. Donc, je dirais, c'est une pièce importante en termes de développement des contenus et scientifiques du projet. Alors, le mandat, je l'ai dit déjà, qui a été confié à l'Institut d'Estrée en collaboration avec l'Institut franco-allemand et un autre expert, Gunther Klar de Stuttgart, d'élaborer dans un premier temps la vision dans un cadre, on va dire, d'approche prospective et ensuite d'en décliner la fameuse stratégie SDTGR. Et donc là, on a travaillé pendant 2 ans, de septembre 2018 à septembre 2020. Je le répète, donc, démarche participative très demandée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des territoires dans les différents versants en tant que tels, mais dans une dynamique, effectivement, de coopération transfrontalière qui a mobilisé plus de 80 acteurs, non pas à tous les moments et dans toutes les, je dirais, les ateliers ou réunions que l'on a mobilisés, parce que on va dire que ces réunions étaient un peu à géométrie variable et pour des objectifs différents en fonction de l'avancée du document. Et au niveau wallon, il y a eu plusieurs réunions, on va dire, des différentes administrations concernées, ainsi qu'avec le comité scientifique côté wallon, pour effectivement présenter l'avancée de la démarche et aussi recueillir les propositions wallonnes, et tout cela a fonctionné dans une interaction entre l'administration et le cabinet. Donc la communication a relativement bien fonctionné, notamment par ce groupe de travail interne au SPOE. Alors, ce qui est assez important évidemment de rappeler ici, c'est que le processus a fait l'objet de productions qui ont été validées politiquement au niveau des instances de la grande région, et en particulier les 2 pièces principales du projet. Dans un premier temps, la vision prospective, les finalités et les échelles de coopération, j'en dirai 2 mots en tant que tel. Donc, vraiment le contenu de cette image du futur de 2040 lors de la réunion ministérielle de l'aménagement du territoire Grande Région le 16 janvier 2020.
Et le volet stratégie, donc le SDTGR en tant que tel, a été aussi, je dirais, validé de la même manière, et d'ailleurs déjà en concordance avec le futur PO Interreg à l'époque, Grande Région. Donc, c'était le 12 janvier 2000, il manque un chiffre, 2021, et la validation politique au niveau du 17e sommet des exécutifs de la Grande Région 10 jours plus tard. Donc ça, c'est un peu le contexte. Alors, j'ai évoqué cette question d'échelle de coopération. Lorsqu'on a déposé cette vision, dans le cadre de cette vision, il a été jugé important, pertinent de considérer la coopération transfrontalière au sein de la Grande Région à trois niveaux, mais non exclusifs, au niveau de la Grande Région dans son ensemble, au niveau de l'espace métropolitain central autour de Luxembourg et au niveau des territoires transfrontaliers de proximité. Et chemin faisant, on s'est rendu compte effectivement qu'en fonction de l'échelle territoriale à laquelle on s'adressait, mais les objets de la coopération ne portaient pas sur les mêmes domaines, les mêmes thématiques, comme par exemple au niveau de la Grande Région, toute la question de la R&D, de la coopération universitaire, développement de l'innovation s'avérait pertinent. Au niveau de l'espace métropolitain autour de Luxembourg, on était plutôt dans des dynamiques de développement, je veux dire, de fonctions métropolitaines. Et au niveau des territoires transfrontaliers de proximité, on était sur des sujets multiples, mais qui effectivement pouvaient faire l'objet de coopérations transfrontalières au niveau bilatéral ou trilatéral en fonction, on va dire, des besoins. Et ça pouvait porter sur des questions, on va dire, de tourisme, d'emploi ou autres questions, notamment de gestion des ressources. Donc ça a été quelque chose d'acté et qui s'est décliné dans la partie de la stratégie ensuite. Ici, c'est pour vous représenter pendant ces 2 ans, comment les choses se sont articulées dans un cadre qui va du diagnostic qui avait été lancé par le comité, en tous les cas géré par le comité scientifique, vers la formulation d'enjeux de long terme, de vision et puis de stratégie dans l'approche que, au niveau de l'Institut d'Estrée et de nos partenaires, nous avions proposé dans notre réponse à l'appel d'offres. En tout, c'est une quinzaine de réunions de tailles différentes qui ont circuler dans l'élaboration de cette stratégie en passant par la vision. On a notamment, et c'est un clin d'œil pour le campus de Liège, on a eu l'occasion d'organiser un atelier de prospective avec une analyse rétrospective, prospective pour essayer de bien partager, on va dire, d'approfondir le diagnostic prospectif que les collègues du comité scientifique avaient déjà élaboré. Donc, je vous passe les détails de la méthodologie, mais vous voyez en tous les cas qu'on est passé d'une partie à droite prospective vers l'identification de stratégies et d'idées de projets. J'aurai l'occasion de le rappeler, mais on a eu un appel à idées de projet en avril 2020, et d'ailleurs je vais y passer tout de suite, qui avait pour objectif de déjà concrétiser en termes de mobilisation des acteurs, de pouvoir concrétiser tout ce travail qu'on avait réalisé en termes de prospective, de stratégie. Et donc, on a reçu 35 idées de projets qui ont été déclinées en fonction du domaine couvert sur les 3 échelles de coopération dont j'ai parlé, avec une très forte mobilisation du versant wallon. C'est pas parce que nous sommes ici entre wallons, si l'on peut dire, que je le souligne, mais en tous les cas, ça a fait une forte, je dirais, on a eu beaucoup de propositions, soit en chef de file, soit en partenaire. Bon, il n'y avait pas, c'était un appel à idées de projet, c'était pas un appel à projet avec un financement dédié, c'était avec un financement potentiel et nous y arrivons évidemment dans le cadre notamment du programme Interreg 6. Et donc c'était pour, on va dire, préparer, concrétiser la stratégie et préparer les acteurs dans cette perspective. Et si j'ai bien compris, Jean-Marc, ces projets ont fait l'objet de regroupements thématiques qui ont été soumis au groupe de travail du sommet de la Grande Région, mais là, je ne sais pas très bien comment ça a fonctionné parce que nous étions, je dirais, en dehors on avait terminé notre mission à ce moment-là, mais tu pourras en parler si tu le juges nécessaire.
simplement pour rappeler la façon dont effectivement ces fiches projets sont rentrées, elles ont été bien développées par les différents porteurs de projets. Donc, on a reçu pas mal de matières qui ont permis d'alimenter, de concrétiser aussi la stratégie que l'on a, je dirais, que l'on a développée. Ici, c'est un schéma qui résume les acquis du travail tant prospectif que stratégique que l'on a réalisé. Dans la partie prospective, on a notamment formulé des enjeux de long terme qui sont les 11 points, les 11 points sur la gauche, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. À droite, vous avez les finalités. Attendez, je vais aller plus loin, ça sera plus clair. Les finalités qui composent la vision, tous ces inputs, ils sont accessibles dans le document. Et donc, au centre, c'est ce qui a structuré la stratégie, le SDTGR, décliné en 4 éléments. Et là, je vais y revenir. Et notamment, la stratégie, elle a été, en tous les cas, elle a pris ses marques dans le cadre du dernier atelier physique, si l'on peut dire, en mars 2020, qui s'est tenu à Sarrebruck. Et par la suite, nous avons continué à travailler de façon virtuelle pour les raisons que vous connaissez. Je vais présenter les différents axes en m'appesantant probablement moins sur le dernier qui est, je dirais, plus un axe sur une forme de gouvernance, moins sur les contenus, qui a pour objectif, on va dire, de plus impliquer le citoyen, plus impliquer les jeunes, approfondir les structures de coopération transfrontalière, les instruments qui existent. Ce sont des éléments qui ont déjà bien fait leur chemin, mais l'objectif aujourd'hui est moins d'aborder cet axe que vous pourrez découvrir effectivement dans le document. Donc, concernant le premier axe, qu'on décline en anticiper, accompagner, orienter les transitions pour pouvoir agir sur la gestion des ressources. Oui, je fais une parenthèse. Les axes stratégiques, ils ont, je dirais, et leurs composantes, ils ont fait leur chemin, c'est-à-dire entre l'atelier participatif qu'on a eu à Sarrebruck je ne dis pas de bêtises, oui, donc en mars 2020 jusqu'à la finalisation 6 mois plus tard. Il y a eu des va-et-vient avec les uns et les autres, avec les différents acteurs, que ce soit le comité, le CCDT, ou que ce soit, je dirais, avec les partenaires, avec le comité scientifique. Donc, pour stabiliser les contenus et l'équilibre entre ces 4 axes, il a fallu quand même pas mal d'interactions et aussi des retours des différents acteurs qui se sont bien mobilisés. Je ne vous cacherai pas que quand on travaille en bilingue, donc tous les documents sont traduits en français et en allemand. C'est un travail additionnel que de pouvoir intégrer, je dirais, les propositions des différents acteurs, mais je pense que ça a été fait avec la bonne volonté des uns et des autres, avec la plus grande précaution et que c'est très important de bien stabiliser les concepts. Alors, le premier axe, donc anticiper, accompagner, orienter les transitions pour pouvoir agir sur la gestion des ressources, ce premier axe, il vise principalement toute la question du développement de la R&D et plus précisément tout ce qui a trait aux spécialisations intelligentes. Ça, c'est un premier point. Et l'autre élément qui compose, en tous les cas, qui rentre dans cet axe, c'est toute la question de la protection et de la gestion des ressources, gestion de l'eau, de la biodiversité, qualité de l'air et activités agricoles. Et pour revenir sur la question de la S3, un exercice qui a été, je dirais, intéressant que nous avons intégré dans la démarche, c'est de pouvoir consulter les 5 versants pour voir où ils en étaient dans la stabilisation de la S3 en convergence avec le processus européen. Donc, ça a permis de voir à quelle allure et comment et sur quoi les différents versants travaillaient. Et donc, effectivement, on s'est bien rendu compte que c'était important de pouvoir faire converger les efforts et de voir effectivement aussi les complémentarités et les forces et les faiblesses des uns et des autres dans ce domaine. Et donc, la question de la gestion des ressources, je me répète, donc toute la question des ressources en eau, tant inondation et de sécheresse, on est il y a 2 ans, donc je dirais ça avait toute sa pertinence un an après. La question de la qualité des sols et toute la question de la qualité de l'air. Et donc, au niveau de la qualité des sols, il y a évidemment toute la question aussi de la qualité des sols dans une perspective de ressources alimentaires. Alors ici, vous voyez donc comment est-ce qu'on a
je me suis permise un résumé de ce qu'il y a dans le document qui est structuré, on va dire, à 3 niveaux avec un descriptif de l'axe, donc des champs qu'il couvre, des actions qu'on peut aussi qualifier de mesures, et dans chacune des actions ou mesures, on a intégré les idées de projet que l'on avait reçues dans le cadre de cet appel à projet que j'ai évoqué juste avant. Donc, vous voyez effectivement que ce qui se retrouve ici, c'est tout le champ de la coopération recherche, industrie 4.0, S3, la qualité des ressources, le réseau écologique transfrontalier, donc tous ces points, et sur la droite, une série d'actions dont certaines effectivement portées par des acteurs wallons, voilà, que ce soit l'Observatoire Air, Climat, Énergie, la pérennisation des connexions, donc tram vert, tram bleu, donc voilà ce que, mais on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez dans la discussion. L'axe 2, donc, ça porte sur attirer les services, les populations et les activités de manière endogène et exogène. Dans cet axe, cet axe porte sur plusieurs dimensions, si l'on peut dire. Il y a toutes les questions des chaînes de valeur qui sont moins délocalisables, comme par exemple le tourisme. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est toute la dynamique de stabilisation des talents à l'interne, mais aussi de la capacité d'attractivité, d'attirer des talents externes, et toute la question de la reconnaissance des diplômes à l'échelle transfrontalière, qui est déjà, je dirais, quelque chose sur lequel les différents acteurs planchent depuis bien longtemps, mais ça reste un domaine sur lequel il faut continuer à travailler pour pouvoir, je dirais, renforcer les collaborations dans ce domaine. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est compétences, formation, multilinguisme, tourisme. Il y a aussi, je dirais, toute la question de la filière bois qui a toute son importance en grande région, qui est dans cet axe. Alors, le troisième axe, donc j'avance, on peut peut-être parcourir, hein, donc je viens de l'évoquer, la création d'un métacluster bois, le label produit en grande région, dans le cadre, on va dire, de la promotion des circuits courts. Une autre dimension que j'oubliais d'évoquer, mais qui est très importante, évidemment, dans le développement de services de proximité, dans une logique, on va dire, de bien commun, il y a tout le domaine de la santé, donc l'idée de créer notamment une académie de soins de santé qui a été évoquée. La coordination de l'offre touristique, tout ça, je viens de le mentionner. Alors, développer des territoires ruraux et urbains décarbonés et résilients. Cet axe porte principalement sur toute la question, on va dire, énergétique et la question des transports pour effectivement essayer de limiter l'empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et évidemment, dans cet axe vient prendre, je dirais, l'importance du territoire autour de Luxembourg, d'essayer d'avoir des réflexions sur les modalités de transport, le changement des comportements aussi des utilisateurs sur l'autostolisme. Donc, il y a une série d'éléments qui rentrent dans cet axe, les énergies renouvelables, donc la transition vers une société bas carbone, je l'ai dit, améliorer les liens infrastructurels avec les grands axes. Donc voilà, c'est un axe qui couvre ces différentes dimensions, on va dire, à caractère décarbonisation. Et l'axe 4, là je l'ai dit, hein, c'était sur les questions de gouvernance, donc je ne vais pas m'apesantir, c'est vraiment la question de pouvoir aussi mobiliser. Il y a aussi la question de l'identité de la grande région dont on parle aussi depuis bien longtemps et qui reste, on va dire, au niveau du citoyen, peut-être moins au niveau de l'acteur économique ou de l'institutionnel qui s'est, je dirais, approprié petit à petit la pertinence de participer à cet espace de la grande région. Au niveau du citoyen, ça reste, et aussi pour des raisons en partie linguistiques, ça reste quelque chose sur laquelle il faut pouvoir travailler. Je reviens, j'aurais peut-être dû aborder ce point plus haut quand j'ai mentionné l'appel à projet, mais ça permettra probablement de revenir dans les thématiques. Une analyse que l'on avait
réalisé, notamment avec la collaboration de notre expert Gunther Klar, parmi les 35 idées à projet, en croisant, on va dire, ce qui était revenu et aussi dans une logique stratégie intelligente, on avait identifié, on va dire, un certain manque de thématiques qui nous paraissaient importantes à pouvoir développer, que j'ai listées ici. Donc, effectivement, toute la question des stratégies de spécialisation intelligente ne ressortait pas, je dirais, de façon évidente dans les propositions de projet. Toute la question du triangle de la connaissance, éducation, recherche, innovation, si ce n'est que l'UNIGER, donc l'Université de la Grande Région, a été très, très mobilisée aussi dans ces propositions de projet. La numérisation de l'industrie, c'est un point qui a été, je dirais, peu relayé, et j'en profite pour rappeler, si je ne m'abuse, que lorsqu'on a présenté la stratégie au niveau de la réunion ministérielle, je pense que le ministre Borsul avait relevé que dans la stratégie, c'était une dimension qui n'était pas très, très, très présente. Donc, réduction de l'artificialisation des sols, approvisionnement en énergie, marché d'emploi transfrontalier, toute la question des fonctions métropolitaines, intégration multimodale, politique tarifaire, gouvernance. Tous ces éléments n'ont pas été, je dirais, très, très relayés, mais on n'était que dans un premier appel à idées de projet. L'idée à l'époque était d'en développer d'autres par la suite. Peut-être que Jean-Marc, tu pourras me dire ce qu'il en est depuis chemin faisant, s'il y a eu, je dirais, des autres développements, des autres propositions, notamment ici dans la perspective du programme Interreg. Numéro 6. Voilà, j'en termine là. On peut revenir sur des éléments que j'ai peut-être passés rapidement, mais comme ça vous donne, je dirais, déjà un premier tour d'horizon. Et je reviens vers vous. Voilà, Jean-Marc. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions maintenant. Tout le monde enchaîne sur la petite présentation que j'ai préparée. On pourra peut-être croiser les contenus, hein. C'était aussi ça, si j'ai bien compris, entre l'Interreg et le SDTGR. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Donc moi, en complément de l'intervention de Pascal Van Doren, je vais vous parler des liens qu'il y a entre cette stratégie du schéma de développement territorial de la Grande Région et le projet de programme opérationnel de la future programmation des fonds Interreg Grande Région, la période 2021-2027, qui va seulement arriver prochainement. En fait, le projet de programme opérationnel de la future programmation des fonds Interreg fixe les multiples objectifs qui pourront bénéficier d'un soutien lors de la prochaine programmation. Donc ici aussi, il y a toute une série d'objectifs, mais cette fois-ci avec des fonds, donc des moyens financiers possibles pour développer ces projets, tandis que la stratégie du SDTGR n'est associée, elle, à aucun financement. D'ailleurs, ce projet de programme opérationnel fixe aussi des balises concernant la répartition du budget FEDER par priorité et par mesure. Et il fixe aussi certaines grandes lignes des modalités des futurs appels à projets qui vont avoir lieu prochainement, quand le document sera fini, parce qu'à ce stade, ce n'est qu'un projet de programme opérationnel qui en est à sa deuxième version, validée ici à la fin du mois de mars. Avant ça, il y a déjà une première version à l'automne passé et qui a fait l'objet d'une enquête publique au cours de cet hiver. Voilà. Maintenant, à ce stade-ci, en fait, la Commission européenne a 5 mois pour rendre son avis sur ce projet de programme, qui fera l'objet donc de légers amendements, avant de pouvoir avoir un lancement du programme Interreg Grande Région
a priori, à la fin de cette année-ci, il y aura donc un premier appel projet et le début des projets, c'est sans doute attendu pour le second semestre 2023, mais cela reste encore à préciser à ce stade. Voilà. Alors, quel est le lien entre les deux documents, donc le projet de programme opérationnel et le SDTGR? En fait, le mot SDTGR est mentionné à 17 reprises au sein du projet de programme opérationnel. Donc, le lien est assez évident, même si la structure de document n'est pas comparable, même si la finalité n'est pas comparable, même si il y a dans le SDTGR des choses qui ne nécessitent pas nécessairement un financement intérêt pour être concrétisées, qu'il y a des choses qui se concrétiseront pas sur la période 2021-2027, mais plutôt à l'horizon 2030-2040 dans le SDTGR, et qu'il y a aussi dans le projet de programme opérationnel des accents qui ne figurent pas dans le SDTGR. Les documents sont deux documents différents, mais qui le projet de programme opérationnel s'inspire quand même en large partie du SDTGR. D'ailleurs, dès l'introduction, quand on précise la zone couverte par le programme opérationnel et le résumé des principaux défis communs, on dit ceci: le programme Interreg Grande Région pour la période 2021-2027 est un instrument clé pour la mise en œuvre progressive de cette vision à long terme, donc la vision du SDTGR, même si la zone du programme ne couvre pas toutes les parties de l'espace de coopération politique de la Grande Région. Donc il faut savoir que pour la Wallonie, c'est la Wallonie dans son ensemble, depuis Puxert jusqu'à l'est, le plus à l'est, le village de un village de la commune de Boulange, qui est le plus... toute la Wallonie est concernée, mais du point de vue des zones qui sont couvertes par les fonds Interreg Grande Région, normalement, c'est plutôt la province de Liège et la province de Luxembourg. Donc, la partie Est, ce sont les opérateurs de ces deux provinces-là qui ont, je dirais, prioritairement accès aux fonds Grande Région, même si ceux des autres provinces peuvent, moyennant dérogation, y accéder aussi. On dit aussi que le lien étroit entre le SDTGR et le programme Interreg Grande Région devrait garantir une utilisation optimale des fonds disponibles, comme le demande finalement l'Union européenne quand elle fixe les balises pour décrire comment on doit gérer les programmes Interreg de type B, donc les Interreg de proximité. Le budget complet pour la prochaine programmation des fonds Interreg Grande Région, c'est 180 millions d'euros, ce qui est à peu près 30% de plus que pour la période 2014-2020, 30% de plus avec la forte inflation que l'on a ces dernières années, particulièrement ici cette année 2022. Normalement, on sera juste à un équilibre, mais au moins ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupe budgétaire pour cette programmation Interreg. Ce programme opérationnel se décline en fait en 4 priorités qui sont elles-mêmes subdivisées en 11 objectifs spécifiques et 30 mesures. Donc vous voyez que la priorité A, une grande région plus verte, préservant ses ressources naturelles et sa biodiversité, en favorisant l'adaptation au changement climatique et la transition vers une économie circulaire. C'est une vaste thématique qui rejoint assez bien finalement, d'une part, l'axe 1 du SDTGR qui concerne l'anticipation, l'accompagnement des transitions pour agir sur la gestion des ressources, et pour partie aussi l'axe 3 concernant développer les territoires ruraux et urbains décarbonés et résilients. Ici, l'accent est mis fort, surtout dans le premier objectif spécifique, sur
l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience, tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes. Ce n'est pas uniquement lié aux catastrophes du mois de juillet qui ont touché sévèrement la Wallonie, l'est de la Wallonie, ainsi que le nord de la Rhénanie-Palatinat, mais c'est aussi fortement, ça s'appuie aussi fortement sur la sécheresse connue en 2019 et 2020, qui a posé certains problèmes de restriction dans l'usage de l'eau au sein de la grande région sur différents versants. L'objectif spécifique 2 est lui consacré explicitement à l'économie circulaire. L'objectif spécifique 3 de ces priorités A est consacré à la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité. Donc on parle des infrastructures vertes, on parle aussi de la réduction des pollutions et donc implicitement aussi là-bas des problèmes de mobilité. La priorité 2 de ce programme opérationnel, c'est une grande région plus sociale. Et cette région plus sociale, on parle évidemment beaucoup en fait d'accès à l'emploi. Donc là, on est fort en fait en lien avec l'axe 2 du SDTGR qui est consacré à attirer les services, les populations et les activités de manière endogène et exogène, mais aussi avec les aspects développement économique de l'axe A concernant anticiper et accompagner les transitions. Cette priorité 2 se décline pour sa part en 4 objectifs spécifiques: améliorer l'efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail, ainsi que l'accès à un emploi de qualité. L'objectif 5, c'est améliorer l'égalité d'accès à des services inclusifs et de qualité dans l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. L'objectif spécifique 6, c'est garantir l'égalité d'accès aux soins de santé. Donc, c'est tout le domaine des soins de santé qui se trouve bien dans l'axe 2 du SDTGR. Et l'objectif, c'est renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l'inclusion sociale et l'innovation sociale. Ça, c'est un axe qui peut, bien entendu, intéresser toute ces séries d'acteurs de l'Est de la Wallonie. La priorité 3 n'est composée, elle, que d'un seul objectif spécifique. Cette priorité 3 est consacrée à une grande région plus proche de ses citoyens, promouvant un développement intégré et durable dans les zones locales transfrontalières. Donc, la spécificité de cette priorité 3, c'est qu'elle ne traite qu'une des 3 échelles qui ont été identifiées dans le cadre du SDT Grande Région, les aires locales transfrontalières. Donc, c'est clairement, ici sont visées, je dirais, la région qui s'étend depuis Aubange jusque Saint-Vith, mais pas Liège, Namur, pas Eupen, par exemple, dans le cadre de la Wallonie. Et cet objectif, cette priorité 3 se décline de cette manière-ci au niveau de son objectif spécifique, c'est encourager le développement local, social, économique et environnemental inclusif, intégré et inclusif, ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité. Donc on se consacre bien entendu exclusivement dans ce cadre-là aux zones rurales. Il faut savoir que dans d'autres parties du territoire de la grande région, il y a déjà des territoires qui ont, par exemple, des GECT, des collaborations assez poussées, et y rentreront des projets clairement dans ce cadre-là. Ici, il s'agit bien entendu pour les acteurs wallons, au niveau plutôt communal, de se mettre en relation avec les acteurs du territoire, que ce soit les acteurs Grand Ducaux pour le sud du Luxembourg, avec les acteurs du nord de la Lorraine, ou dans le cadre de la communauté germanophone, aussi avec les acteurs du côté de la région de Prüm.
La priorité 4, pour sa part, c'est une grande région qui améliore la gestion et la coopération transfrontalière et encourage les échanges interculturels avec les citoyens. Je ne vais pas en parler longuement, cette priorité 4, mais elle est directement en lien avec l'axe 4 du SDTGR qui elle-même est fortement liée à cette même problématique. Puisque l'axe 4, c'est faire évoluer les projets et structures des territoires en impliquant davantage les citoyens. On est bien dans la même logique. Si ça vous intéresse, donc, il y a différentes mesures qui sont consacrées, qui se cachent derrière chacun des objectifs que j'ai précisés. Donc, l'objectif spécifique A qui parlait d'adaptation au changement climatique, oui, ça parle bien de cela, en lien d'une part pour la mesure 1 avec la gestion de l'eau, l'agriculture, la sylviculture, pour la mesure 2 en lien avec la politique explicitement d'aménagement du territoire, tandis que la mesure 3, c'est l'adaptation par l'innovation, l'éducation et la préservation. Pour l'objectif spécifique numéro 2, consacré à l'économie circulaire. Là, il s'agit, il y a deux objectifs. Derrière chacune des mesures, il y a un budget qui est de l'ordre souvent de 5 millions ou 7 millions d'euros pour l'ensemble des partenaires qui vont rentrer des projets là-dedans, en sachant que la Interreg ne finance globalement que 60% du montant. Les 40 autres pourcents sont à trouver par les acteurs, sachant que c'est des acteurs qui sont au sein du territoire wallon, il y a une possibilité de cofinancement par la région wallonne. L'objectif spécifique 3 consacré à la diversité est décliné elle-même en 3 mesures, dont la mesure 2, c'est de promouvoir un développement durable de l'urbanisation respectueux de la biodiversité. Donc, on est en lien avec l'aménagement du territoire de manière explicite. Et la mesure 3, c'est réduire la pollution liée au transport en promouvant des formes durables de mobilité transfrontalière. L'objectif spécifique 4, lui, qui relève de la priorité numéro 2, est consacré au marché de l'emploi. Je n'en dirai pas beaucoup plus. L'objectif spécifique, lui, parle de différents types de services en termes de formation, que ce soit la formation initiale ou la formation professionnelle tout au long de la vie. L'objectif spécifique 6, lui, il est consacré à aussi d'autres services, et en particulier tous les services de santé, la collaboration, je dirais, sanitaire transfrontalière. L'objectif 7, pour sa part, est consacré explicitement au tourisme, en vue de valoriser tout ce qui concerne le patrimoine culturel, d'une part, et l'offre touristique qui s'appuie explicitement sur le patrimoine culturel d'une part et sur le patrimoine naturel d'autre part. Donc tous les acteurs qui s'intéressent au tourisme, c'est dans cet objectif spécifique 7 qu'il faudra s'inscrire. Pour l'objectif spécifique 8, là qui relève de la priorité numéro 3, je pense là on est face à ces mesures qui sont uniquement à l'échelle de la proximité, donc des initiatives transfrontalières à l'échelle plus locale. Et les derniers objectifs spécifiques, les 9, 10 et 11, sont bien consacrés aux structures de coopération transfrontalière, à la coopération plutôt d'ordre juridique et administratif, ainsi que aux projets qui vont impliquer les citoyens, donc à travers l'objectif spécifique 11, des projets à petite échelle, voilà, qui vont impliquer directement les citoyens de la grande région. Voilà. Je vous mets les liens si vous voulez en savoir plus maintenant
Pascal Van Doren et moi-même, nous allons répondre à vos questions. Voilà, je vais sortir de ma présentation. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre? Moi, j'en ai une à l'attention plutôt de Jean-François Meurice, qui est ici, qui est le représentant de Wallonie-Bruxelles International pour représenter la Wallonie auprès des instances du projet qui gère le programme Interreg Grande Région. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le timing qui est prévu pour la mise en œuvre de ce programme opérationnel? Tu m'entends, Jean-François? Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez aussi. Donc, petite précision, je ne fais pas partie de WBI, mais je représente le point de contact Wallon Interreg Grande Région. Donc, on assiste les opérateurs Wallon dans le développement et la réalisation de leurs projets, et on travaille en étroite collaboration avec WBI, effectivement. Donc, par rapport au calendrier, malheureusement, j'en sais pas plus que vous, si ce n'est qu'il y a effectivement été évoqué un premier appel à projet dans le deuxième semestre. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, parce qu'on ne t'entend pas et il y a un peu du bruit qui gêne. Donc, je ne sais pas si je recommence tout ou pas. Donc, je ne fais pas partie de WBI, mais je représente le point de contact Wallon, donc qui travaille en collaboration avec WBI, et on assiste et on aide les opérateurs Wallon dans le développement et la réalisation de leurs projets. Donc, par rapport au calendrier Grande Région et à la programmation Interreg 6, je n'en sais malheureusement pas plus que vous, si ce n'est qu'il y a effectivement l'intention de l'ouverture d'un premier appel à projet fin du deuxième semestre 2022, avec effectivement une approbation des premiers projets courant 2023, mais tout ça dépend évidemment du nombre des fiches synthétiques qui seront déposées et du projet que le secrétariat conjoint aura à analyser. Sinon, par rapport à ce que vous avez dit par rapport au programme opérationnel, donc il a été validé, mais la validation c'est par les autorités partenaires Grande Région. Donc pour le moment, il est en cours d'analyse à la commission, qui fait part de ses remarques, et les autorités partenaires ont un certain délai pour y répondre. Voilà, une précision aussi peut-être par rapport à l'enveloppe des 180 millions dédiés pour la priorité 1. Donc il y aurait 51 millions de FEDER, la priorité 2, 51 millions de FEDER également, la priorité 3, 47,6 millions d'euros FEDER, et la priorité 4, 20 millions,4. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, on t'a très bien entendu. Et je pense aussi qu'il est déjà possible d'introduire des fiches, enfin de t'informer, toi, de l'existence de projets, voilà, que ça concerne des fiches projets qui avaient été introduites en leur temps dans le cadre du projet SDTGR dont Pascal a parlé, ou que ce soit tout autre projet qu'un opérateur wallon pourrait avoir, qu'il ait déjà des partenaires extérieurs ou qu'il soit en recherche de partenaires dans les autres territoires. Est-ce que tu peux en dire deux mots, comment procéder si on a un projet? Donc, effectivement, il y a une fiche idée projet qui a été réalisée et qui est à disposition de tous les opérateurs
potentiels. Donc, il suffit de remplir la fiche dans la langue, dans sa langue, donc français ou allemand, de la faire parvenir à son point de contact. Donc, pour ce qui nous concerne ici, c'est le point de contact wallon, donc l'équipe technique à Libramont, Madame Dupuis ou moi-même. Et nous, on relaye dans le cas de recherche de partenaires, on relaye à nos homologues de la grande région, donc parce qu'il faut savoir que chaque territoire a un point de contact avec lequel donc l'opérateur peut rentrer justement en contact et avoir les informations qui relèvent de son versant. Mais donc cette fiche est téléchargeable sur le site internet où je peux la communiquer. Je pense que je vous l'avais communiqué oui, en préparation de la réunion. Vous retrouvez, là, vous pouvez peut-être mettre dans le chat, sur la conversation, le lien, si vous savez. Ok, je vais voir ce que je peux faire et le mettre dans la conversation, dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'ai peut-être moi une question, alors je vais compléter peut-être en interpellant peut-être Pascal Fuchs. Donc la région wallonne a dans le même temps en fait initié son programme, la refonte de son schéma de développement territorial. Je ne sais pas où en est ce processus-là d'élaboration du SDT. Voilà, on n'est pas pleinement associé directement à cela. Ce sont des prestataires extérieurs qui les ont, qui sont mandatés, dont le CREAT à l'UCL. Est-ce que, dans quelle mesure le SDT-GR pourra, lui, impacter le SDT? Est-ce que vous avez déjà discuté de ce genre de choses au sein du SPW TLPE? Voilà. Pascal, est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui. Du lien entre refonte du SDT? J'ai été coupée pendant quelques minutes parce que plus de Wi-Fi, donc j'ai trouvé une autre solution. J'ai une coupure de Wi-Fi, donc j'ai pas entendu les 3-4 dernières. Je demandais à Pascal Fuchs si elle pouvait éventuellement parler du lien qu'il y avait entre la refonte actuelle en projet du SDT et le SDT GR. D'accord. Oui, bonjour tout le Pascal, monde. est-ce que tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, merci pour ces présentations. Merci pour ce midi 2 qui présente le schéma de développement territorial de la grande région. Je crois que c'était bien nécessaire, bien utile. Donc déjà, merci pour ça. Et merci aussi à Monsieur Meurice pour les précisions qu'il a données sur le futur programme Interreg. Et donc par rapport au SDT, effectivement, il y a une actualisation qui vient d'être lancée. Donc ça suit son cours normalement, je dirais. Et par rapport je dirais, aux différentes actualisations des plans stratégiques, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme ça a été évoqué, le comité du développement territorial de la grande région qui s'est réuni dernièrement, et en fin de compte, ce qu'on a dit, c'est qu'un peu tous les versants de la grande région, du moins du côté Grand Est, luxembourgeois et wallon, chacun des partenaires est en train d'actualiser ces schémas. Donc, par exemple, la région du Grand Est actualise son schéma régional d'aménagement et développement du territoire durable, le SRADET en fait, et le Grand-Duché actualise également son schéma, son programme directeur.
Et ce qu'on peut peut-être aussi rajouter, c'est qu'il y a également une démarche à laquelle vous pouvez peut-être vous référer, en tout cas sur le site luxembourgeois. Il y a aussi une démarche Luxembourg en transition qui a été menée par le Grand-Duché du Luxembourg et qui s'inscrit aussi bien avec je dirais toute la dynamique SDT grande région qui a été évoquée et qui s'inscrit bien aussi dans le cadre du futur programme Interreg. Et je dirais que toutes ces préoccupations, évidemment, se retrouvent dans chacun des versants de la grande région. Voilà. Jean-Marc, moi j'avais une question, mais elle a peut-être été évoquée quand j'ai eu cette coupure de Wi-Fi. Peut-être que Jean-François Meurice l'a mentionné. En termes de mobilisation des futurs opérateurs, est-ce qu'il y a déjà, je dirais, une dynamique qui se met en place enfin, pourquoi je l'évoque? Parce que dans ma présentation, en tous les cas dans la dynamique de SDTGR, on a évoqué l'existence d'un groupe wallon interne au SPW, peut-être que Pascal peut aussi en parler, aussi pour faire remonter des idées, mais en termes de mobilisation vers le futur appel à projet, est-ce que il y a des choses qui sont, je dirais, déjà structurées dans ce sens? J'adresse la question à qui veut bien y répondre, et je te l'adresse aussi à toi, hein, Pascal, parce qu'effectivement, ça a été un bon, et à Jean-Marc, toi, tu étais présent aussi sur, je dirais, la mobilisation déjà des administrations par rapport au SDTGR. Bon, ici, on est un pas plus loin, évidemment, mais... Par rapport au futur programme Interreg, oui. Non, il n'y a pas encore eu... J'ai pas eu personnellement de retour spécifique. Donc, peut-être plutôt voir à quel moment ce serait opportun d'avoir un retour, ou comment on peut se faire ce retour. Peut-être reposer la question à M. Meurice. Mais j'ai pas été consultée, en tout cas, pour l'instant, sur le programme. Donc, je ne sais pas vraiment te répondre, Pascal. Parce que, par exemple, par rapport... Oui, pardon, excusez-moi. Prévoir une réunion de ce groupe de travail wallon, justement, maintenant que le programme opérationnel, les lignes directrices du programme opérationnel sont connues, pour que ne pas rater l'occasion qu'il y a maintenant des fonds qui vont être disponibles, voilà, pour introduire des appels, parce que il vaut mieux être dans le premier appel que dans le dernier. Donc, si on attend trop pour monter les projets, on ne pourra pas répondre au premier appel. Parce qu'il y a eu, enfin, je reviens sur ces 35 idées de projets qui ont fait leur chemin, enfin, ou pas. C'est pour valoriser déjà un capital, puisque la mobilisation autour de cet appel à idées de projet était notamment dans la perspective de dynamiser les acteurs et les opérateurs par rapport à Interreg 6. Pas seulement, mais en tous les cas, cela, c'est de savoir si on peut effectivement rebondir sur des choses qui avaient été mises en place dans ce contexte, puisque en t'entendant, Jean-Marc, il y a une belle superposition entre les deux documents, hein, d'une certaine manière. Enfin, il y a en tous les cas des grandes convergences. Il y a des convergences. Oui. Mais dans les 35 idées de projet, il y avait des projets qui ne nécessitaient pas spécifiquement non plus des fonds Interreg ou qui étaient liés à des ambitions qui dépassaient le cadre 2021-2027. Donc les deux choses ne sont pas directement liées l'un à l'autre, mais il y avait dans les 35 projets explicitement des fiches qui visaient explicitement voilà, de bénéficier des fonds Interreg grande région de la prochaine programmation 2021-2027. Voilà. Peut-être donner passer la parole à Alexandre Petit s'il est encore avec nous pour par rapport aux fiches projets et aux projets qui ont été déposés. Je crois qu'il est en contact avec plusieurs opérateurs locaux qui ont déjà préparé des fiches projets.
à déposer parce que effectivement, ce qu'on a toujours dit dans le cadre du SDT Grande Région, c'est qu'il appartient ensuite à chaque opérateur de déposer une fiche projet dans le cadre du futur programme Interreg. Donc ça, c'était... en fait, le SDT Grande Région, c'est une stratégie avec des axes, des orientations. Il y avait des propositions de projets, mais qui appartiennent effectivement, c'est à chaque opérateur de se mobiliser. Mais Alexandre et moi avons beaucoup discuté de cet aspect. Alexandre, je te vois à l'écran, du coup, si tu veux peut-être compléter ce propos. Bah, je peux en tout cas qu'appuyer ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Le SDT de la Grande Région, d'un point de vue wallon, il doit être vu comme un cadre stratégique. Il y a des idées de projets qui avaient été émises et maintenant il revient à chaque opérateur ou porteur de projet, j'ai envie de dire, de prendre un peu son destin en main. Normalement, ces opérateurs-là connaissent Interreg. Il y a déjà des informations publiques liées au programme. Donc, je ne pense pas, en tout cas, qu'il y aura, je veux dire, enfin, il faut que les porteurs de projets, voilà, travaillent de leur côté, déposent leur projet dans le cadre qui est fixé par le programme Interreg. Ça n'empêche pas, évidemment, qu'entre Wallons, on se tienne au courant des volontés de projet de chacun, essayer de monter des projets ambitieux. Ça, c'est très clair. Mais il n'y aura pas d'initiative, je veux dire, top-down pour accès ou pour privilégier quelconque projet. Enfin, ça, je ne pense pas, ou alors... je suis complètement à côté de la plaque et alors il faut me le dire, mais honnêtement, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je pense que Jean-François, pendant tout un temps, il avait déjà été organisé en préparation des appels à projets, des formes de, comment on avait appelé ça, de journées de rencontre entre différents opérateurs de part et d'autre des frontières. Bon, ça, c'est peut-être des choses qui vont encore se mettre en place, mais pas spécialement à l'initiative d'un versant ou l'autre. Jean-François vient de déposer dans la conversation le lien pour ceux qui ont un projet, voilà, pour le faire savoir à l'équipe, voilà, au point de contact wallon. Voilà. Et Jean-François demandait la parole d'ailleurs. Oui, et Jean-François demandait la parole. Merci. Donc voilà, je vous ai mis le site, le lien qui n'est pas direct, le lien direct vers le formulaire, mais le lien vers le lieu où vous pouvez télécharger le formulaire. Par rapport à ce qui a été dit, donc effectivement, si maintenant vous avez déjà des idées projets, vous pouvez travailler sans qu'on connaisse forcément le calendrier Interreg Grande Région, mais il faut évidemment ne pas attendre d'avoir la date du premier appel à projet pour se rencontrer et travailler sur son idée projet via notamment la fiche idée projet que vous pouvez faire parvenir au point de contact. Sinon, par rapport à ce qui est communication, donc le 13 juin, je ne sais pas si tout le monde a reçu l'invitation, mais en tout cas certains doivent l'avoir reçu. WBI organise à Namur un après-midi d'information sur toutes les possibilités Interreg, que ce soit national, transnational ou Europe du Nord-Ouest. Donc le 13 juin à Namur, vous aurez la présentation, en tout cas des ébauches, des programmes et des possibilités que les opérateurs ont de disposer de fonds FEDER pour réaliser des projets en coopération transfrontalière, transnationale, internationale. Jean-François, donc c'est les Interreg ABC, Urbact et tout ça, alors qu'ils sont présentés le 13 juin. Oui. Ok. Mais en tout cas, je ne peux parler que pour la Grande Région. Pour la Grande Région, vous n'aurez pas de présentation de documents sur l'éligibilité des dépenses, etc., ou du document d'introduction de votre fiche synthétique ou de votre demande de concours. Ça vous n'aurez pas. Vous aurez les grandes lignes comme Monsieur Lambotte les a présentées aujourd'hui et peut-être un peu plus si WBI a davantage d'informations. Okay.
J'ai vu que nos partenaires, qu'il y a 2 représentants de la communauté germanophone, de la même manière que j'ai évoqué tantôt le lien entre la stratégie du SDTGR et le projet de SDT wallon. Je peux poser le même type de questions à nos collègues germanophones concernant le lien entre cette stratégie du développement territorial de la grande région et la stratégie qui est en préparation au niveau du territoire de la communauté germanophone. Voilà, j'ai vu qu'il y a une initiative qui va dans ce sens-là avec l'appellation Ostbelgenleben 2040, pour faire court. Est-ce que vous pouvez, Iris ou Quentin, m'en dire 2 mots Oui et non, je vais dire, parce que c'est en fait notre collègue Madame Salas qui s'occupe de notre projet de réforme et elle est justement dans un workshop aujourd'hui et je dois dire que je lui en ai pas encore parlé, donc je ne sais pas du tout si elle fait le lien entre les deux ou pas, mais je vais en tout cas le faire maintenant après cet exposé parce que je ne sais pas, elle est la représente officielle, je pense, pour nous. Mais je ne sais pas dans quelle mesure elle a participé ou que nous participons au prochain projet ou pas. Je vais avouer, je ne sais pas. Je sais que la personne dont vous parlez est à la fois la représentante de la communauté germanophone dans le CCDT et à la fois c'est elle qui gère ce projet de... Oui, chez nous, oui. De stratégie territoriale de la communauté germanophone. Oui. Voilà. Mais je ne sais pas si elle a déjà pris connaissance donc, du SDT Grande Région. Si, parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'interroger au mois de décembre et elle connaissait déjà la stratégie, elle l'avait déjà parcourue, même si elle n'était pas encore là au sein du service de la communauté germanophone au moment où ça s'est élaboré. Donc, elle a pris le train en marche quand il arrivait quasi à son quai terminé. Voilà. Ok, mais je ne sais vraiment pas si on va participer donc à ce prochain programme parce que je ne crois pas qu'elle aura les moyens de faire les deux en même temps en fait. Mais bon, je vais lui poser la question en tout cas. Je ne sais pas. Ok. Jean-François Muris peut demander la main, je pense. C'est de la parole peut-être et puis on conclura. Non, c'était une erreur, j'avais oublié de baisser ma main. Ok. J'ai vu que tu as bien remis aussi le message. Non, c'est Fabien qui a laissé le message concernant la journée du 13 juin à Namur qui concerne aussi Urbact et tous les projets aussi au niveau de l'Europe. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation, bien entendu, en particulier Pascal Van Doren, ainsi que les différentes personnes qui ont répondu à certaines de mes questions ou qui ont participé en posant des questions. Ce Midi du Lit Pur a fait l'objet d'un enregistrement, donc si vous savez que d'autres personnes sont intéressées, il y aura accès à ça quand on aura toiletté un peu la vidéo. Voilà, sur notre site internet, comme pour les autres. Donc les précédents Midi du Lit Pur sont aussi revisionnables en allant sur notre site internet. Voilà, dès la page principale, vous trouvez le lien vers les différents Midi du Lait Pur qu'il y a eu. Voilà, je vous remercie. Le prochain Midi du Lait Pur, ce sera au mois de septembre. Je ne peux pas encore vous l'annoncer. Merci à tout le monde. Bon appétit et au revoir. Merci Jean-Marc. Au revoir.